Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'une étude qui a eu lieu et qui a été éditée dans le Journal of American College Health et qui a pour objectif de partager des retours d'expérience sur des étudiants qui ont vécu des traumas et observer si les avertissements qui sont proposés dans les lectures, et on peut nous globaliser sur la littérature et également tout ce qui va être audiovisuel, a une utilité pour ne pas réactiver le traumatisme. Donc vous savez que les traumas vont assez facilement se réactiver, c'est pour ça que l'hypnose, le MDR, la TCC cherchent à désactiver ces triggers, ces gâchettes, ces enclencheurs, pour apaiser, désensibiliser le plus possible le partenaire qui est en souffrance à ce moment-là. Plus on arrive à désensibiliser, ne serait-ce que le déclencheur, moins ça va se déclencher, mieux ce sera. Après, le mieux, c'est de désensibiliser le trauma, c'est-à-dire de mettre moins d'intensité dans ce qui est vécu par le partenaire. Donc, c'est sûr que dans un premier temps, si on parvient à offrir à des personnes un environnement qui est sécurisant pour lui, donc qui n'a pas de déclencheur, on peut se dire, il ne va pas réactiver son trauma, donc il ne va pas vivre au travers de son trauma. Là, ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'est qu'ils sont partis du postulat qu'il y a beaucoup d'avertissements. Et nous, on le voit dans la littérature, dans les livres, on le voit au travers des vidéastes. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de vidéastes qui disent attention, cette vidéo peut toucher ou blesser ou éveiller certaines émotions pour certains types de populations. On est en train de faire des zones d'hyperprotection pour ne pas mettre à mal des personnes. Et on sait, alors en France un peu moins, mais qu'aux États-Unis, ça s'est beaucoup développé, où maintenant, il y a des gens qui portent plainte parce qu'il n'y a pas ce qu'ils appellent des trigger warnings, des éléments qui disent attention, ça pourrait être problématique si vous regardez cette émission, si vous regardez cette vidéo, si vous regardez ce film ou si vous lisez ce bouquin. Et des personnes peuvent se sentir heurtées, blessées, et vous savez, le côté procédurier américain fait que ils vont porter plainte et il y a tout plein de problèmes. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est s'interroger à savoir si un gamin, ou, parce que là c'était des étudiants, mais si même un adulte est mis en confrontation à des œuvres qui, logiquement, sont associées à leur trauma. Et ils ont divisé actes de violence physique, sexuelle, etc., actes de violence morale, etc. Est-ce qu'en lisant, ou est-ce qu'en le regardant, en voyant un film, on va avoir une réactivation de l'ancrage? Et c'est assez souvent un mythe qu'on a de se dire il ne peut pas regarder cette série-là ou ce film-là parce que ça risquerait de le ramener dans les conditions traumatiques. Et l'étude montre que ce n'est pas le cas. Qu'en réalité, l'avertissement de départ, même s'ils font varier cet avertissement, de l'avertissement assez neutre à un avertissement assez précis, ne change pas grand-chose dans la perception que vont avoir les étudiants, en l'occurrence, par rapport à la lecture qu'ils vont faire du document. Et même à plusieurs jours, ils ont pu voir qu'il n'y a rien qui s'activait. Ils ont eu donc dans leur test aussi des moments où ils ne montraient aucun avertissement. Et idem, il n'y a pas de problématique. Donc, l'idée, c'est qu'ils se sont dit, à partir du moment où on fait un trigger warning, logiquement, on pourrait penser que c'est devenu une nécessité. Et donc, quand ils le lisent, et après, ils sont prévenus, les gens le lisent, ils n'ont pas d'impact. Mais quand on l'enlève, il n'y a pas d'impact non plus. Donc, cette notion à dire,
Oui, mais il faut absolument avertir les personnes qui ont des traumas, et donc il faut les protéger, et donc il faut mettre des avertissements partout pour dire attention, attention, si vous êtes tel type de population, vous allez vous déstructurer ou revivre quelque chose de pas cool. Ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Ce qui est plutôt cool, dans le sens où on sait très bien la difficulté qu'ont les traumatisés, et on sait que les traumas, ça va des petites choses qu'on a à des gros traumas, de violence, de guerre, etc., etc. Donc il y a vraiment un panel. Ce qui est utile pour nous, c'est de se dire, ok, quand on a quelqu'un qui a des traumas, la notion de surprotection, elle n'est pas forcément utile. Et dans l'idée qu'on va mettre en place au travers d'outils de désensibilisation, on va pouvoir offrir à notre partenaire, que ce soit au travers de l'hypnose, de l'EMDR, de la PNL, de la TCC, etc., etc., une possibilité d'arriver à modifier soit la perception de la gâchette déclenchante de la problématique, donc du pathos qui serait le trauma à ce moment-là, soit modifier la perception du trauma. Une autre étude dont je ne vous ai pas parlé, mais que j'ai lu hier ou avant-hier, disait que on peut de plus en plus avoir la confirmation que des éléments problématiques / traumatiques peuvent ne plus avoir d'impact parce que le souvenir lui-même peut ne plus avoir aucun impact psycho-émotionnel sur la personne qui l'a vécu. C'est d'ailleurs un des buts des régressions et du travail sur le passé des thérapies, qui est de pouvoir replacer à sa juste place le passé, de pouvoir travailler tous les éléments traumatiques, problématiques, au travers de cette perception, là clairement protectrice souvent des dissociations qui sont faites à ce moment-là. Mais on peut très bien le faire en association, après il y a beaucoup d'échanges à avoir sur le sujet, mais on peut le faire, pour ramener la réalité de l'ici et maintenant, c'est-à-dire de la personne qui n'est plus l'enfant, l'ado, à ce moment-là, dans un présent qui est plus OK, ça ne veut pas forcément dire hyper safe, hyper bien, etc., mais plus OK, et bon, ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de problèmes et de mémoires du passé qui peuvent complètement être mises de côté, même si ça a été très impactant, même pendant des années. Donc, c'est aussi l'intérêt qu'il y a de plus en plus avec tous les travaux qui sont faits sur les neurosciences, et comme ça, c'est cool parce que les différentes méthodes d'accompagnement psy peuvent s'adapter, peuvent confirmer ou peuvent infirmer certaines techniques ou certaines logiques qu'on avait pour aller proposer au mieux des éléments qui permettent du mieux-être au partenaire. Donc, pour revenir sur cette notion, on pourrait voir, mais là il faudrait faire des études aussi, mais l'hypervigilance de attention, 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 pour protéger, en l'occurrence là on parle des traumas, n'est pas quelque chose qui apporte particulièrement plus de bénéfices. Et, deuxième chose, l'idée qu'il va y avoir automatiquement un retour parce que la personne va être à nouveau connectée au travers d'une lecture ou d'un support visuel à ce qui a été vécu, n'est pas une réalité. Et donc, une fois de plus, on peut se dire que le cerveau a une capacité de résilience. Alors bien sûr, ça n'empêche pas les blessures, ça n'empêche pas que les blessures vont être visibles, ça n'empêche pas qu'il y a des choses qui vont toujours faire mal. Néanmoins, on a cette capacité, en tout cas le cerveau, à apaiser, calmer, avoir une résilience et même relire des éléments qui sont très proches de ce qu'on a vécu et ne pas avoir d'émotion ni même un retour traumatique à ce moment-là. Ce qui est, je trouve, absolument top. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.